Aminata, directrice de marketing chez Vélo Sahel, une entreprise de vente de vélos, a un problème. Elle dit on a dépensé des dizaines de millions de francs CFA en pub le trimestre dernier, mais les ventes n'ont pas bougé. Je ne comprends pas exactement pourquoi. La question que beaucoup de gens vont se poser dans cette situation, c'est comment faire le bon rapport pour MBA. Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que Aminata a vraiment besoin de savoir pour prendre une décision claire et actionnable. C'est la différence entre un technicien qui fait des graphiques et un analyste de données qui résout un problème business. Dans cette vidéo, on va faire les deux à la fois. Je vais te montrer d'abord comment un analyste de données professionnel aborde un projet, de la réunion de cadrage avec le client jusqu'au dashboard final livré, avec un dataset réel, des problèmes de qualité et des décisions business concrètes à la clé. Et à la partie 8, on va découvrir dans les données quelque chose que Aminata ne savait même pas. Reste jusqu'au bout. Avant de toucher à Power BI, je veux qu'on soit clair sur quelque chose parce que c'est une confusion qu'on voit très souvent. L'ingénieur de données, il construit les pipelines, les autorités qui amènent les données brutes jusqu'à toi. Le data scientist, il construit des modèles prédictifs avec du machine learning ou encore du deep learning. L'analyse BI, c'est toi, c'est moi. On transforme les données en insights qui servent aux décisions. Ce n'est pas juste un technicien qui fait des graphiques, c'est quelqu'un qui comprend le business, qui pose les bonnes questions, qui choisit les bonnes données et qui communique ses conclusions de manière claire et responsable. Les trois compétences clés qu'on va illustrer dans cette vidéo, c'est la pensée stratégique, ça va prioriser ce qui a un impact réel. La conscience de l'impact, chaque chiffre que tu montres peut influencer une décision et la compréhension du contexte business. On doit connaître ici l'industrie dans laquelle on travaille. Ces trois compétences, elles se manifestent avant même d'ouvrir Power BI. Elles se manifestent dans la réunion de cadrage qu'on verra tout de suite. On a reçu la demande de Aminata. La première chose qu'un analyste junior va faire, c'est ouvrir son ordinateur et commencer à charger les données. Mais c'est une erreur qu'on voit très souvent et moi-même je l'ai fait dans mes débuts. La première chose qu'un analyste expérimenté fait, c'est organiser une réunion de cadrage, pas plus d'une heure. L'objectif, c'est de comprendre le vrai problème. Parce que très souvent, ce que le client dit n'est pas exactement ce dont il a besoin. Aminata nous a dit que ses ventes ne bougent pas. Mais derrière ça, il peut y avoir peut-être des produits spécifiques qui ne se vendent pas, des zones géographiques sous-performantes, un problème de stock ou encore une mauvaise allocation du budget publicitaire. Si je ne capte pas le projet dès le début, le risque de passer peut-être 3, 4, 5 jours à faire le mauvais rapport. Aminata, avant qu'on parle des données et des Power BI, j'ai besoin de comprendre. À la fin de ce projet, quelle est la décision que tu vas être capable de prendre? Si tu peux répondre à ça précisément, je peux te construire exactement le bon rapport. Je veux savoir où je dois concentrer mon budget marketing le trimestre prochain. Parfait. Ça veut dire qu'on a besoin de voir les ventes par catégorie de produits, les tendances dans le temps et peut-être ajouter aussi la corrélation avec les campagnes passées. Qui doit être impliqué dans cette décision? C'est d'où le directeur des ventes et Daniela du service client. Très bien. Donc, on a trois parties prenantes avec des besoins différents. Je vais devoir adapter l'analyse pour chacun d'eux. Tu vois ce qui s'est passé en 3 questions. On a transformé une demande floue en un périmètre précis. C'est ça la pensée stratégique d'un analyste. Et maintenant, on peut identifier les bonnes parties prenantes. On a 3 parties prenantes. Chacune a des besoins différents, un niveau d'expertise différent et des questions différentes. Et notre rapport doit répondre à tout. Aminata, directrice au marketing, elle veut des informations de haut niveau. Quels produits se vendent le mieux? Quelles campagnes ont un impact? Comment optimiser le budget? Elle n'a pas besoin de voir les formules DAS. Elle a besoin de KPI clairs. C'est d'où, par contre, lui, directeur des ventes, il veut suivre les performances de son équipe, identifier les tendances de vente par produit et par période et anticiper les stocks. Quant à Daniela, responsable service client, elle veut comprendre la satisfaction client, les produits qui génèrent des retours ou des plaintes et des liens entre la qualité perçue et vente. Maintenant, voilà les questions concrètes qu'on leur pose avant de commencer l'analyse. Question numéro 1. Quel est l'objectif final? À la fin de cette analyse, quelle décision vas-tu être capable de prendre que tu ne pouvais pas prendre avant? Ça force le client à penser en termes de résultats, pas juste de rapport. Ensuite, la question numéro 2. Qui va utiliser ce rapport et comment? Est-ce que tu vas le présenter en réunion? Est-ce que quelqu'un va l'utiliser tous les jours? Sur quel appareil? Ça détermine le format, la fréquence de mise à jour et surtout le niveau de détail qu'on va mettre en place. La question numéro 3 ici, c'est de chercher à savoir si les données existent déjà. Aussi, chercher à savoir où sont-ils stockés, Excel, ERP, base de données, CRM, et qui a déjà à ces données. Ça évite les surprises à mes projets. Mais cette donnée n'est pas disponible. Donc, vous me pensez à cela dès le début. La question numéro 4 ici,
Quelle est la période d'analyse pertinente? Tu veux voir les 3 derniers mois, l'année en cours, les 2 dernières années pour une comparaison. Ça définit le périmètre et la granularité des données à collecter. Question numéro 5. Qu'est-ce qui constitue un succès pour toi? Dans 3 semaines, par exemple, si ce projet a eu un succès, à quoi ça ressemble pour vous? Quel KPI a bougé? C'est la question la plus puissante. Et encore, l'analyse dans les résultats mesurables. Ces 5 questions, je te recommande de les imprimer et de les avoir devant toi à chaque nouvelle mission. Parce qu'une réunion de cadrage bien menée, c'est la différence entre un projet réussi et un projet qu'on refait 4 fois, 5 fois. Dans notre cas, Aminata nous a répondu. On sait ce dont on a besoin. On sait qui sont les parties prenantes. On peut maintenant ouvrir Power BI et commencer le vrai travail. Et là, première surprise, les données ne sont pas propres du tout. Avant qu'on touche à nos données, on va mettre en place l'outil Power BI Desktop. C'est gratuit, c'est sur Windows et c'est ce qu'on va utiliser tout au long de ce parcours. Si tu ne l'as pas encore, on l'installe ensemble en 2 minutes. Et pour ceux qui utilisent un MacBook, je vous recommande d'installer d'abord une machine virtuelle, soit VirtualBox ou encore VMware Fusion, et par la suite installer Windows en fonction de votre système d'exploitation MacBook. Nous avons 2 méthodes ici pour installer Power BI Desktop. La première méthode consiste à se rendre directement sur Microsoft Store. Voilà, je clique dessus. Et là, je viens ici dans la barre de recherche et je recherche Power BI Desktop. Vous voyez, une fois je clique dessus, voilà, moi je l'ai déjà installé sur mon PC. Donc pour voir, vous allez cliquer pour obtenir. Une fois c'est fait, vous allez cliquer par la suite sur ouvrir pour l'ouvrir sur votre ordinateur et c'est tout. Alors l'avantage de cette méthode d'installation, c'est que la mise à jour est automatique. Pas besoin de droit d'administrateur. Et le super avantage, c'est que vous aurez toujours la dernière version. La deuxième option ici est de se rendre directement sur le navigateur de votre choix. Pour moi, je vais ouvrir Google Chrome. Et je vais maintenant saisir par exemple rapidement Power BI Desktop. Voilà. Une fois c'est fait, je clique sur le premier lien. Voilà. Ici vous avez 2 options, soit télécharger maintenant ou option de téléchargement avancé. Télécharger maintenant va nous renvoyer encore sur l'application comme vous pouvez le voir ici, Microsoft Store pour l'installation. Donc nous n'allons pas utiliser cette méthode, nous allons venir cliquer sur option de téléchargement avancé. Et là, nous pouvons maintenant choisir la langue et cliquer sur télécharger. Alors ici, cette méthode est utile si vous utilisez une ancienne version de Windows ou si le Microsoft Store n'est pas disponible sur votre ordinateur. Donc n'oubliez pas d'utiliser la première méthode, celle qui est recommandée, parce que celle-ci ne vous permet pas d'avoir une mise à jour automatique de votre Microsoft Power BI. Donc vous serez toujours obligé de faire les mises à jour de manière manuelle, ce qui n'est pas optimal. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir maintenant Power BI Desktop après avoir l'installé. Donc je fais double clic ici et je patiente le temps que Power BI Desktop s'ouvre. Voilà, super. Maintenant que Power BI est installé sur votre PC, avant de charger nos données, je veux qu'on fasse un tour rapide de l'interface qui va nous aider tout au long de ce projet. Parce que si on sait où sont les outils, on va travailler beaucoup plus vite. Et pour cela, allons-y, je vous montre les 5 zones que nous allons utiliser dans 95% de notre travail quotidien. Sans plus tarder, nous allons cliquer sur rapport vierge ici pour ouvrir ici un nouveau rapport. Ok, voilà. Là maintenant, nous avons ici Power BI Desktop qui est bien ouvert. Nous allons patienter juste un peu que ça charge. Voilà. Donc ici, je travaille sur machine virtuelle, raison pour laquelle c'est un peu lent. Donc ici, nous avons le ruban tout en haut. Ici, nous avons les onglets principaux ici. Comme vous pouvez le voir dans Accueil, nous avons ici la possibilité de décharger nos différents types de données ici. Comme vous pouvez le voir, obtenir des données. Et nous avons plusieurs sources de données, voire plus de 100 sources de données possibles. Quand on clique sur plus ici, nous donne encore un large choix. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les différentes sources ici. Dans l'onglet Insérer, vous avez ici la possibilité d'ajouter des visuels, des zones de test ou encore des formes ou des images, comme vous pouvez le voir ici. Dans l'onglet Modélisation, vous avez la possibilité de créer des mesures d'AS, gérer les relations. C'est ici qu'on va faire 80% des actions techniques. Donc ici, nouvelle table, nouvelle mesure. Ici, affiché, vous avez la possibilité ici de personnaliser ici votre rapport en fonction d'un thème que vous pouvez choisir directement. Les thèmes natifs de Power BI ou créer le vôtre. Ici, vous pouvez également importer des thèmes à partir de votre ordinateur au format JSON. Donc ici, nous avons ici l'onglet optimiser ici. Après avoir réalisé un dashboard, il est bien ici de venir analyser les performances de votre dashboard pour voir s'il y a lieu de pouvoir améliorer certaines mesures ou encore certains visuels.
Et ici, aide, ici, vous avez la possibilité de suivre aussi des formations guidées. Ici, outils externes, j'ai dans mon cas installé Tabular Editor. Mais voilà, sur votre PC, je ne pense pas que vous aurez outils externes. Donc, on continue rapidement. Ici, nous avons les vues. Au niveau du panneau à gauche ici, comme vous pouvez le voir, nous avons ici l'affichage du rapport ou encore vue rapport. C'est ici que se passe toute notre construction de visualisation et de notre dashboard. Nous avons également ici l'affichage de table. C'est ici que nous aurons toutes nos tables et avoir la possibilité d'inspecter nos données de manière brute. Dans la vue de modèle, on va créer les relations entre les tables, par exemple comme le schéma en étoile. Ces trois vues correspondent aux trois grandes étapes du travail: préparer les données, modéliser et afficher. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre ici au niveau de vue rapport, dans le volet visualisation ici. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs types de graphiques ici. Nous avons le type map, vous voyez ici l'entonnoir, le graphique en cours. Après avoir cliqué sur un type de graphique, par exemple le graphique en cours, nous avons ici, à ce niveau, la possibilité de choisir les différentes données à visualiser dans cette zone. Nous avons ici le format visuel. C'est dans cette zone que nous allons nous charger de modifier les couleurs, les titres, les tailles, etc. Nous avons ici le panneau analytique, ligne de tendance, prévision, tout ce qui concerne l'apparence d'un visuel est dans ce volet. Ensuite, le volet champ ou encore données. Ici, nous allons faire apparaître les tables et colonnes une fois les données importées. C'est la palette, toutes les données disponibles pour créer un visuel. Tu glisses, déplaces les champs depuis ce volet vers le visuel. En bas ici, nous avons les onglets de page. Au niveau du bouton plus, nous pouvons ajouter une nouvelle page. Chaque page, c'est comme un onglet dans Excel. On peut avoir une page pour la direction, une page pour les ventes. Exactement ce qu'on va faire avec notre dataset VeloCRL. Maintenant que tu connais l'outil, on va charger nos données réelles. Et la première surprise, les fichiers qu'on a reçus de VeloCRL ne sont pas du tout propres. Et c'est là que le vrai travail commence. On a reçu trois fichiers CSV de VeloCRL. Les transactions de vente ici, comme vous pouvez le voir ici. Par la suite, nous avons ici les feedbacks clients et l'inventaire. Avant même de construire quoi que ce soit, on va faire un audit de qualité parce que des données mal préparées, c'est des insights faux et des décisions fausses. Alors, je vais te montrer en direct ce qu'on trouve dans ces fichiers et tu vas voir que dans la vraie vie, les données arrivent rarement propres. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre fichier vente ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons ici par exemple 200 000, au lieu d'être en chiffres, c'est écrit plutôt en lettres. Également 100 000 ici, 400 000, 600 000, vous voyez ici. Voilà, ce sont des montants des ventes écrits en toutes lettres. C'est une vraie donnée issue d'une vraie source défaillante. Au niveau des ID transactions ici, nous avons deux transactions sans identifiant. On ne peut pas savoir à quoi elles correspondent exactement. Donc, nous allons signaler cela au métier. Dans avis client, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 5 mai 2023. Également, dans score satisfaction, nous avons 4,7. Donc, nous avons déjà ici deux types de votes différentes dans deux colonnes. C'est du travail de nettoyage. Ici, vous pouvez voir ici dans ID feedback, nous avons également une cellule sans identifiant que nous allons corriger au cours de ce travail de nettoyage. Dans inventaire, ici, nous allons faire des recherches ici, voir qu'est-ce qu'il y a comme problème ici. Dans non produit, ici, nous avons ici une cellule qui n'est pas du tout renseignée. Donc, disons ici, dans les thèmes techniques, nous avons une cellule nulle. Ici, dans fréquence réapprovisionnement, tout devrait être bien nommé en jour au lieu de J. Nous allons corriger cette incohérence de format. Maintenant, nous allons vérifier au niveau de la colonne niveau stock. Ici, par exemple, nous pouvons voir que la piste T500 a seulement 5 au niveau du stock. Quand on descend également dans le nom de produits cité C1000, nous avons seulement que 2 produits en stock. Donc, toutes ces informations, comme vous pouvez le voir, nous pouvons signaler également que les produits sont critiquement bas. Pour résumer rapidement les problèmes identifiés dans nos données, dans vente CSV, nous avons ici 4 données qui sont écrites en test. Par exemple, comme au niveau de 200 000, 100 000, et nous avons également ici une cellule nulle. Et également au niveau de ID transaction, nous avons exactement 2 lignes qui sont également nulles. Dans avis client, nous avons au total 3 dates en lettres que nous allons devoir corriger. Dans score satisfaction, nous avons aussi deux feedbacks qui sont en lettres que nous allons également corriger. Dans inventaire ici, nous avons une incohérence au niveau de la fréquence de réapprovisionnement, c'est-à-dire 30 J au lieu de 30 jours que nous allons corriger. Dans la colonne catégorie, nous avons également deux lignes nulles ici
Au niveau du nom du produit ici, nous avons une valeur nulle également que nous allons devoir corriger. Et comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs produits ici qui ont un stock inférieur à 20. Donc ça c'est toutes ces informations qui seront intéressantes à répertorier pour permettre à notre directrice d'avoir une idée claire de ces données. Voilà. À présent, nous allons nous rendre dans Power BI Desktop pour commencer la première étape de notre analyse qui est Power Query. Alors, Power Query, c'est l'outil ETL intégré dans Power BI. ETL pour extraire, transformer, charger. Il va nous permettre ici de corriger tous les problèmes qu'on vient de voir sans écrire une seule ligne de code. Et chaque transformation est enregistrée comme une étape. Si les données sources changent de main, tu cliques sur actualiser et tout se recalcule automatiquement. Alors sans plus tarder, nous allons nous rendre dans Power BI Desktop. Maintenant que nous sommes dans Power BI, nous allons importer nos 3 fichiers CSV. Pour cela, on va se rendre ici dans l'onglet Accueil, obtenir les données. Et ici, on va chercher test/CSV. Je clique dessus. Et là, je vais sélectionner avis client, ouvrir. Sur cette petite fenêtre, nous allons avoir un aperçu rapide de notre ensemble de données. Je vais charger d'abord. Nous allons procéder au deuxième ensemble de données. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur transformer les données. Là maintenant, il va nous renvoyer automatiquement dans Power Query. Maintenant que nous sommes dans notre éditeur Power Query, c'est là que nous allons transformer toutes nos données. Pour cela, déjà, on va commencer par montant vente. Je vais venir ici, là où nous avons une erreur ici, comme vous pouvez voir 200 000. Donc je vais faire un clic droit dessus, cliquer sur remplacer les valeurs. Et là maintenant, je vais mettre en chiffre 200 000. Une fois c'est fait, je clique sur OK. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, ici je viens également 100 000, je modifie. Parfait. Maintenant, on va venir ici, on va cliquer juste ici pour changer maintenant le type, pour prendre le nombre entier ici. Donc on clique sur nombre entier. Si c'était un projet en production, on allait directement modifier ces différentes valeurs dans notre fichier source. Si c'était peut-être sur Excel que ces différentes données étaient produites, on allait modifier directement dans Excel et ainsi de suite pour que le chargement soit rapide. On va maintenant gérer les valeurs nulles. Donc pour ça, on va venir dans filtrer et puis on va décocher ici les éléments nuls et puis voilà, on est bon. Là maintenant, on va effectuer notre analyse sur ces données. Donc là maintenant, on a exclu les deux transactions sans identifiant. Résultat, maintenant, nous avons exactement 50 lignes distinctes. Ok, ici, on va vérifier que tout est propre. Parfait. Nous avons comme type ici date, montant non entier ici, quantité non entier, c'est bon. Ici aussi non entier, tout est correct ici. Donc, on va se rendre maintenant dans avis client, dans date avis. Vous voyez que nous avons des dates en lettres. Donc, nous allons effectuer les mêmes modifications comme nous avons fait au niveau de la table vente. Donc, je fais un clic droit ici et je clique sur remplacer les valeurs. 5 mai 2023. Donc, ici, je vais mettre ici rapidement 05 5 2023. Et j'ai OK. C'est bon. Je fais pareil également pour les autres cellules. À présent, tout est bon ici. Donc, je vais changer le type en date. Voilà, tout est parfait. Maintenant, nous allons dans score satisfaction. On va juste changer les valeurs en lettres en suivant le même format que les autres valeurs. Donc ici, on va faire un clic droit, remplacer les valeurs et je vais mettre 4.7. Vous voyez, 4.7. Et je valide. OK. Maintenant, je vais venir ici maintenant et je vais changer le nombre en décimal. Vous voyez, il y a erreur ici parce que nous sommes dans un paramètre régional français et les virgules ici sont référencées
par des points, ce qui donne une erreur automatiquement. Les virgules sont représentées par des points dans des paramètres régionaux, généralement anglais. Vous voyez ici, dans la zone francophone, les virgules sont bien mentionnées par des virgules. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple. Nous allons d'abord cliquer dans notre colonne ici. Je vais venir ici et remplacer les valeurs. Vous voyez, je vais juste insérer une étape ici rapidement. Voilà. Je vais saisir point que je vais modifier par virgule. Vous voyez. Une fois ça c'est fait, à présent je viens ici, nombre décimal, je mets et automatiquement on est bon. Vous voyez, tout a été fait. Ici, je vais juste supprimer l'ancien. Donc, ici maintenant, nous avons modifié d'abord notre valeur qui était en lettres, en chiffres. Ensuite, ajouter et changer les points en virgule pour rester dans les paramètres régionaux français. Et par la suite, maintenant, nous avons changé le type qui était en test en nombre décimal. Ici, on est bon. Pour cette colonne, on est bon. Tout est correct. Ici, tout est correct également. Par contre, ici, nous avons des valeurs nulles. Mais ici, on peut clairement voir que ce sont des valeurs qui se suivent. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 4. Et ensuite, ici, 9. C'est simple, nous pouvons juste ajouter rapidement une nouvelle colonne index. Donc, pour cela, je vais juste venir ici, colonne index à partir de 1. Et là, paf, on est bon ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ici, avec du feedback. Je vais prendre le nom. Vous voyez ici, je prends le nom juste. Et puis, je supprime ici cette colonne-là. Et je vais utiliser index maintenant. Ok, maintenant que c'est bon, je valide. Quand cette étape est terminée maintenant, je vais me rendre toujours dans transformer. Et puis, je vais déplacer ici au début. Ok, donc là maintenant, on est bon. 1, 2, 3, 4. Qui est bien en nombre entier ici. On va se rendre maintenant dans un inventaire pour standardiser les fréquences de réapprovisionnement comme on l'avait vu ici. Ok, maintenant tout est bon ici. Voilà, parfait. Donc on a 0 et voilà ici. À présent, on va venir dans catégorie. On va remplacer maintenant les lignes nulles ici par une valeur inconnue. Donc on vient, on clique ici, remplacer les valeurs. Et ici on ne va rien saisir et on va venir maintenant, on va saisir inconnu. Ok, une fois que c'est fait, je vais venir ici OK. Là automatiquement toutes les valeurs nulles seront remplacées par inconnu. Donc on va garder inconnu ici vu que l'inventaire existe déjà. Par contre ici, nous n'avons pas le nom de produit qui a été mentionné. On a la possibilité soit de supprimer la ligne complètement, soit de mettre un nom alternatif juste pour notre analyse et signaler cela maintenant au niveau de la direction pour qu'il nous apporte une correction exacte. Voilà, je vais mettre ici vélo T500. Voilà, c'est bon. Maintenant que tout est fait, donc nous avons 0 erreur, 0 vide, 0 erreur, 0 vide et ainsi de suite. Par la même occasion, on vérifie également les types de données. Tout est correct. Une fois c'est fini maintenant, je viens dans accueil et je vais cliquer sur fermer et appliquer. À présent, toutes les étapes de transformation sont enregistrées. Si demain on reçoit un nouveau fichier CSV, on clique sur actualiser et tout se refait automatiquement. Nous avons maintenant toutes nos données qui sont bien chargées ici, comme vous pouvez le voir ici. Voici les différentes colonnes. Ce que vous devez retenir à la fin de cette étape, c'est que Power Query enregistre chaque transformation comme une recette. Ce n'est pas descriptif. Si par exemple on change d'avis, on peut juste supprimer une étape et c'est tout. C'est pour ça que Power Query est beaucoup plus conseillé et même 10 fois plus puissant qu'un nettoyage manuel. À présent, nous allons passer à la modélisation, l'étape que beaucoup de débutants sautent. C'est l'étape qui cause le plus de problèmes. Des calculs faux entraînent automatiquement des rapports qui sont lents et des résultats incohérents.
Le schéma en étoile, c'est le standard de l'industrie pour la business intelligence. Tu as au centre une table de faits. Ce sont tes événements, tes transactions, les choses qui se répètent généralement. Et autour des tables de dimension, les informations descriptives qui donnent du contexte. Ici, pour notre cas, ici, nous avons la table vente qui est notre table de faits. Ici, comme vous pouvez le voir. Donc, chaque ligne est une transaction. Inventaire ici est notre dimension. Elle décrit les produits, comme vous pouvez le voir ici, catégorie de produits, ID du produit, nom du produit et niveau du stock. Et ici, nous avons avis client qui est une autre dimension. Elle décrit la satisfaction par produit. La règle d'or ici est que les relations vont toujours de la dimension vers les faits. En un vers plusieurs. Un produit peut apparaître dans plusieurs ventes, mais pas l'inverse. Alors pour cela, nous allons nous rendre déjà où je suis dans la vue de modèle. Mais avant, laissez-moi d'abord créer une nouvelle table ici, qui est notre table date. Alors pourquoi on crée une nouvelle table date et on ne se contente pas de prendre directement la date qui est disponible dans notre table de faits ici. Il peut arriver qu'il y ait une date où il n'y a pas eu d'enregistrement. Lors de notre analyse, il y aura des creux et ce qui va plus ou moins rendre notre analyse illisible. Pour éviter qu'il y ait des creux lors de notre analyse, on crée une table de dimension nommée date, qui n'a rien à voir avec les dates enregistrées dans notre table de faits. On va justement se rendre ici, une nouvelle table, la table calendrier par exemple, et puis je vais mettre égal, calendar, vous voyez, calendar, et puis on va mettre maintenant start date, donc c'est-à-dire la date minimale pour notre cas ici, je vais mettre min, voilà, j'ouvre la parenthèse, et puis je vais mettre date transaction, vous voyez ici, je vais mettre date transaction, et voilà, je valide, et puis je ferme, vous voyez ici, je ferme la parenthèse, et j'ajoute une nouvelle virgule pour mettre maintenant notre deuxième paramètre ici, la date de fin, je vais mettre masse, et je vais mettre ici date de transaction automatiquement, et c'est bon, je ferme et je valide. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons notre nouvelle table ici. Je viens ici rapidement pour vous montrer à quoi il ressemble. Je rentre dans la table calendrier. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, nous donne le début des dates enregistrées dans la table de faits et la fin. Vous voyez, si on avait auparavant ou bien plusieurs autres données dans la table de faits, ça sera le même principe qui sera ajouté ici. Il va prendre la date minimale et la date maximum sans laisser des creux. Comme vous pouvez le voir ici, ici tout est enregistré 1, 2, 3, 4 jusqu'au 22. Donc c'est un peu ça. Vous voyez ici, nous avons un enregistrement, le premier, le 2 et le 3, on n'a rien. Donc pour éviter ce genre d'illisibilité, il est toujours recommandé de créer une nouvelle table date à part entière. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Ici, nous avons toutes les dates qui sont enregistrées sans creux. Et lors de notre analyse, c'est nous permettra de savoir, par exemple, les jours où il n'y a pas eu de vente. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens. Donc, je vais changer le format rapidement ici. Et je vais prendre short date. Voilà, on revient ici dans notre vue de modèle. Et on va créer maintenant notre modèle en étoile. Voilà, donc je me suis assuré de bien déplacer les dimensions afin d'avoir un semblant d'étoile. Là maintenant, je vais venir dans ID produit, je vais maintenir le clic et je vais glisser dans ID produit ici, dans inventaire. Une fois ça c'est fait, vous voyez ici, nous avons bien sélectionné la colonne ID produit à partir de vente vers inventaire ID produit. Donc on s'assure seulement de choisir la cardinalité ici est à plusieurs. Voilà. Et à sens unique. Et on enregistre maintenant. On patiente que ça charge rapidement. Attention, je viens ici, je clique 2 fois. Non, attention, 1 à plusieurs. Donc, j'enregistre maintenant. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons mis à sens unique pour te dire que un produit peut appartenir à plusieurs ventes à la fois. Donc, c'est un peu ça. Ici également, nous allons venir dans ID produit et nous allons maintenir le clic et envoyer dans avis client de ID produit. Vous voyez ici, il y a une erreur. Je vais faire un double clic rapidement et je vais cocher bien un à plusieurs. Donc, faites attention à ça. Sinon, vous risquez d'avoir un résultat qui n'est pas correct. Donc je fais pareil également ici dans date transaction, je glisse
dans le calendrier date. Maintenant, quand on va calculer par exemple le chiffre d'affaires par catégorie, qu'est-ce que Power BI va faire? Il va automatiquement revenir ici dans inventaire, chercher la catégorie des différents produits et revenir ici dans vente pour nous calculer la somme des montants vente de cette catégorie et nous redonner maintenant la valeur. C'est la magie du schéma en étoile. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant procéder à la prochaine étape qui est la création des mesures DAS. Alors DAS, c'est le langage de calcul de Power BI. Mais je veux qu'on adopte une règle dès maintenant. On ne crée jamais une mesure DAS sans avoir d'abord la question business à laquelle elle répond. Aminata, dans notre cas, veut savoir où concentrer son budget. Seydou, quant à lui, veut suivre les performances de ses produits. Et Daniela veut comprendre la satisfaction client. À chaque question, on va associer une mesure DAS précise, mais pas l'inverse. Alors, la première mesure qu'on va créer ici, c'est le chiffre d'affaires total. Pour cela, on va venir ici dans notre vue rapport. Ok, c'est bon. On va faire un clic droit ici, nouvelle mesure. Ok, là, on va maintenant saisir CA total égale somme. J'ouvre la parenthèse et là maintenant je vais chercher montant vente. Une fois que je commence à saisir montant vente, automatiquement il fait référence à notre table de fait vente et nous sommes maintenant la colonne de vente. Maintenant une fois que ça c'est fait, je clique sur la tabulation et automatiquement il prend en compte notre seule valeur et je valide. Vous voyez ici on a maintenant notre CA total. Par exemple, quand je coche automatiquement, vous voyez ici le CA total qui est calculé automatiquement. Voilà, quand je change la carte, vous voyez, nous avons 33 millions. Voilà, donc notre mesure fonctionne correctement. Je vais procéder à la création de notre deuxième mesure, c'est-à-dire le nombre de transactions valides. Pour cela, je vais encore reprendre la même procédure. Clic droit, nouvelle mesure. En faisant un clic droit ici, nouvelle mesure. Cette fois-ci, on va calculer la quantité moyenne par transaction. Donc pour cela, je vais mettre quantité moyenne égale. Donc average, là maintenant, je vais chercher quoi? Quantité. Voilà, et automatiquement, nous avons ici la quantité moyenne. Regardez ici, là je vais cliquer sur 4 ici, voilà. Et je vais maintenant chercher notre quantité, notre mesure qu'on vient de créer, je vais glisser dans valeur. 2,46 quantité moyenne, ce qui veut dire que pour chaque commande, nous avons environ 2 à 3 articles commandés. Nous allons créer maintenant notre quatrième mesure. On va faire un clic droit dans vente, nouvelle mesure. Cette fois-ci, on va calculer le score moyen de satisfaction. J'ajoute une nouvelle carte rapidement. Ici, nous avons 4,05 sur 5, un score global satisfaisant. Mais est-ce que c'est uniforme par catégorie de produits? C'est ce qu'on va voir dans le dashboard afin de répondre à Daniela. À présent, nous allons créer notre cinquième mesure, nombre de produits en stock critique. C'est ici qu'on va faire la vraie découverte. Donc pour cela, on va saisir stock critique égale compte. Voilà, on va utiliser encore notre fonction compte row. Et puis là maintenant, on va filtrer maintenant pour prendre que les stocks de niveau plus ou moins inférieur à 20. Oui, 20 c'est bon. Donc on va faire maintenant, on va utiliser la fonction filtre. On va d'abord chercher la table qu'on veut filtrer. Donc pour notre cas, c'est inventaire. Je vais chercher la colonne que je veux filtrer. Ici, pour notre cas, c'est le niveau des stocks. Donc je vais taper niveau des stocks inférieur à 20. Et je ferme la parenthèse. Ok, comme vous pouvez le voir ici, 15 produits en stock critique. Ça, c'est une alerte qu'on doit transmettre rapidement à Aminata.
Pour résumer, c'est exactement ça la valeur d'une analyse des données. Aminata nous a demandé de regarder les ventes. On a aussi regardé l'inventaire et on vient de découvrir quel risque de ne plus pouvoir vendre certains produits dans les jours à venir. Ça, c'est de l'analyse proactive. C'est ce qui distingue plus ou moins un bon analyse d'un simple opérateur du rapport. À présent, on va construire le dashboard et on revient à ce qu'on a défini en cadrage. Aminata qui voulait des KPI de haut niveau, Cédou qui voulait voir les performances produits et Daniela, elle, qui voulait la satisfaction client. On construit une page par public. Règle numéro 1, à ne pas oublier, une visualisation doit répondre à une question précise. Pas faire joli. Chaque visuel que je vais ajouter ici, je vais te dire quelle question il répond et au fur et à mesure, on va avancer ensemble. Alors, page numéro 1 ici, la vue direction. Pour cela, on va se rendre ici, vue direction. Cette page va servir à Aminata et Cédou. Donc, nous allons ajouter ici en haut 3-4 KPI, c'est-à-dire le chiffre d'affaires total, le nombre de transactions et le score satisfaction. Donc, on va se rendre ici, on va chercher chiffre d'affaires total, nombre de transactions, score satisfaction. Une fois que c'est fait, je vais maintenant cliquer sur 4. Et là, je vais agrandir, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Maintenant, je peux aussi personnaliser davantage. Pour cela, je vais me rendre juste ici, dans le format visuel. Voilà, on est bon. Voilà, il est important d'ajouter toujours la devise vu que ici on parle d'argent. Le nombre de transactions, il va rester logiquement ainsi. Mais vous voyez, dès l'instant on parle d'argent, il est toujours préférable d'ajouter la devise en question. Sinon, il pourrait y avoir plusieurs confusions. Voilà, donc il vaut mieux ajouter directement. Donc c'est soit je garde ici ou j'ajoute une virgule après. Peut-être, voilà, pour donner beaucoup plus de détails. Ici, nous avons 32,85 millions de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé. Donc déjà, on est pas mal. Ou bien j'agrandis bien pour afficher. Voilà. Je peux garder ça comme ça également. Donc ici, nous avons 32, voilà, 32 850 000 francs de chiffre d'affaires réalisé. Nombre de transactions ici, 50. Score de satisfaction moyenne, 4,05. Donc on va continuer notre personnalisation rapidement. Maintenant que nous sommes bons pour notre 3 KPI, nous allons maintenant procéder à la création de notre graphique à bas, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par catégorie de produits, afin de permettre à Aminata de voir également les chiffres d'affaires réalisés par catégorie, pour lui permettre également de savoir où concentrer beaucoup plus de budget marketing. Pour cela, on va prendre ici le graphique à bas groupé par exemple. Voilà, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur chiffre d'affaires total et je vais chercher également catégorie. Donc déjà ici, comme vous pouvez le voir automatiquement, il a enregistré dans l'as Y catégorie et dans l'as X chiffre d'affaires total. Il en existe plusieurs autres graphiques qui nous permettent de visualiser les mêmes résultats.
On va se rendre au niveau de la personnalisation maintenant. Donc ici, voilà, on peut changer la position soit tous à l'intérieur, soit tout à l'extérieur, et au fur et à mesure, intérieur, centre. Donc n'hésitez vraiment pas, vous voyez. Donc ici, on est vraiment libre d'explorer un peu notre créativité. Donc déjà, on est déjà pas mal. Hein. Dans général, ici, on peut changer le titre. Je vais saisir chiffre d'affaires par catégorie de produits. Le troisième graphique que nous allons créer maintenant, c'est le graphique linéaire qui va nous permettre de voir le chiffre d'affaires par date. Donc, pour ça, on va venir ici, on va prendre le graphique en courbe, vous voyez. Ou bien pour maintenir notre mise en forme, on va faire un copier, coller, voilà. On fait CTRL-C, CTRL-V. Au niveau des laces, je vais cliquer sur graphique en courbe, vous voyez. Là maintenant, je vais supprimer ces catégories ici. Et je vais maintenant prendre ici, au niveau de la table que je viens de créer, je vais mettre date. Maintenant ici, on a plusieurs possibilités. Soit on voit en fonction de l'année, soit en fonction du trimestre, mois, jour. Donc pour notre cas, vu que l'analyse se fait en une seule année, pas besoin de garder année. Moi, je vais juste voir en fonction de mois ici. Voilà, donc ici, nous avons que, je viens rapidement dans transaction ici, date transaction. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, nous avons des ventes enregistrées le mois 4 et 5, seulement 2 mois. Donc automatiquement, comme vous pouvez le voir ici, le mois 4 et le mois 5. Donc nous avons ici un chiffre d'affaires qui est passé de 17,6 millions de francs CFA à 15,3 millions de francs CFA. Ce graphique permet d'avoir une réponse à la question suivante. Quelle catégorie de produits génère le plus de revenus? Ce graphique ici permet de répondre à la question suivante. Est-ce que les ventes augmentent dans le temps? Donc ici, nous avons déjà la réponse. Je vais venir dans général, titre. Je vais changer le titre ici rapidement pour mettre le chiffre d'affaires. À présent, nous allons créer maintenant notre slicer ou encore le fit. Pour créer le slicer, on va se rendre ici. Donc ici, on va cliquer sur segment ici. Voilà, on va l'envoyer ici. Au niveau du champ, on va chercher catégorie. Je glisse. Voilà, tout est parfait. À présent, on peut filtrer. Voilà, et on voit que les éléments en fonction de la catégorie qu'on sélectionne. Et on peut aussi filtrer plusieurs catégories à la fois. Voilà, donc tout est bon ici. Et je ferme. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'interactivité native de Power BI. Aminata peut filtrer elle-même sans appeler une analyse. Ici même, vous avez la possibilité de filtrer directement à partir du graphique. Quand je clique par exemple ici, il filtre tous les éléments en fonction de la catégorie vélo piste et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons toutes les informations en fonction d'une seule catégorie. Et là, je vais maintenant ajouter ici un titre à notre dashboard. Je vais venir dans forme d'abord ici et puis je vais prendre un rectangle. Une fois c'est fait, je vais glisser vers le haut
Ok, là, je vais venir dans forme ici. Une fois que c'est bon, je vais garder ça comme ça, style. Je vais changer la couleur pour prendre la couleur de notre identité qu'on a choisi au départ. Je vais maintenant ajouter une zone de test. Vous voyez, je viens ici et je glisse vers le haut. Voilà, c'est parfait. Je vais venir dans effet ici, arrière-plan, je vais désactiver. Vous voyez. Maintenant, je vais ajouter mon test ici. Voici à quoi déjà ressemble notre première page. Pour cela, ici, je vais cliquer juste direction et j'enregistre. Dans page numéro 2 maintenant, je vais encore faire pareil. Je vais déjà supprimer ce que nous avons fait auparavant comme test. Donc je vais faire un commande A ici et un CTRL A et CTRL C. Dans page 2, je vais faire un CTRL V. Vous voyez. Je vais cliquer sur synchroniser. Alors cette page est destinée à Seedo et la supply chain. Donc en premier lieu, nous allons d'abord créer le tableau pour voir les différents produits en stock critique. Nous allons déjà ici chercher le visuel table. Vous voyez ici, je sélectionne table ici. Et là maintenant, je vais ajouter les différentes colonnes. On va commencer par catégorie de produits. On va chercher niveau de stock. Vous voyez, niveau de stock. On va aussi chercher fréquence de réapprovisionnement. C'est bon déjà, ok. Donc là, vu que ici on veut voir que les produits en stock critique, je vais venir dans filtrer ici. Filtrer ici, voilà. Je vais chercher le niveau de stock. Niveau de stock, filtre avancé, je vais garder ici inférieur à 20 et je vais juste appliquer, vous voyez. Donc là ici il va nous permettre de voir, attendez, j'ai mis niveau de stock est inférieur à 20. Ok, c'est simple ici, on va juste venir ici et on va demander à ne pas résumer. Voilà, donc faites attention à cela. Voilà, donc ne pas résumer pour qu'il nous affiche les valeurs telles qu'elles sont pour chaque produit. Donc là maintenant nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Catégorie de produits vélo enfant, niveau stock 10, vélo enfant, niveau stock 15. Donc ici on va encore ajouter le nom de produit. Voilà. Là maintenant ici on a une idée claire du produit qui est presque fini en stock. Junior K400 appartenant à la catégorie vélo enfant a seulement 10 produits en stock. À présent, nous allons ajouter une mise en forme conditionnelle au niveau de niveau stock afin de permettre à Seedo d'avoir une alerte visuelle. Pour cela, on va faire un clic droit sur niveau stock ici et on va venir sur mise en forme conditionnelle, couleur d'arrière-plan. Donc, on va venir ici, style de mise en forme, on va venir cliquer sur règles. Voilà, où vous pouvez voir ici, il faut bien choisir nombre. Voilà. Donc ici, on met si la valeur est supérieure à 1000 et inférieure à 10. Donc si la valeur est comprise en 0 et 9, alors qu'il affiche l'arrière-plan du niveau stock à rouge. Alors si la valeur est comprise en 10 et disons 19 ici, ou bien disons 20 qui est le maximum, alors qu'il affiche l'arrière-plan en orange. Et on fait OK. Et automatiquement, nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Cette carte à elle seule nous permet d'avoir la réponse exacte sur combien de produits risquent une rupture de stock imminente. Nous avons 15 produits et de manière beaucoup plus détaillée, voici les 15 produits ici qui sont en alerte.
Donc nous avons exactement notre réponse pour permettre à Seydou de pouvoir prendre des décisions basées sur la donnée. Parfait, nous venons de terminer la création de notre table de matrice nous permettant de voir les détails des produits par catégorie. À présent, créons notre menu de navigation. On va cliquer au niveau du ruban sur bouton et on va choisir navigateur des pages. Voilà, là maintenant je vais personnaliser notre menu de navigation qui va nous permettre de naviguer entre nos deux pages, direction et alerte. Voilà ce qu'on présente à Aminata, Seydou et Daniel. Et remarque, je ne vais pas les envoyer que le dashboard, je vais leur préparer également une synthèse écrite avec 3 insights clés et des recommandations actionnables. Parce que notre travail ne s'arrête pas à voilà le rapport. L'insight numéro 1 pour Aminata au niveau du marketing, c'est que les vélos pistes et les vélos VTT génèrent la majorité du chiffre d'affaires. Par contre, par exemple, quand on vient ici au niveau de la page Alert Stock, nous pouvons voir ici que les vélos de type urbain et piste ont un stock critiquement bas, ce qui peut expliquer des ventes manquées. Recommandation rapide, avant d'investir en publicité, il serait intéressant de vérifier que le stock est suffisant pour répondre à la demande générée. Donc ça, c'est le premier insight que nous allons partager à Aminata. Maintenant, l'insight numéro 2 pour Seydou au niveau de la vente, c'est que nous avons détecté 15 produits avec moins de 20 unités en stock. Comme vous pouvez le voir ici dans ces cas. Nous avons exactement cité ces 1000 avec seulement que 2 produits en stock. Donc, risque de rupture de stock imminente. Recommandation claire ici, c'est de déclencher une commande de réapprovisionnement d'urgence et mettre en place une alerte automatique si le niveau de stock passe sous 10. Pour notre cas ici, nous avons gardé 20. Donc, ici, l'insight numéro 3 pour Daniela, service client. Le score de satisfaction moyen des clients est de 4,05. À vérifier. Est-ce que les produits à bas stock génèrent des scores plus faibles à cause du délai de livraison ou des substitutions? C'est la prochaine hypothèse à tester. Nous pouvons voir ici que pour la majorité des produits, tout est à 4,05. On a répondu à la question de Aminata, mais on a aussi apporté quelque chose qu'elle n'avait pas demandé. Une alerte critique sur les stocks. C'est ça la valeur ajoutée d'une analyse de données. Ce qu'on doit retenir de cet exercice, c'est qu'un bon analyse de données ne répond pas juste aux questions posées. Il répond aussi aux questions que le client n'a pas encore pensé à poser ou même qu'il n'a pas vu. Parce que les données lui disent des choses que personne d'autre ne peut voir. Dans cette vidéo, tu as vu le module 1 de Power BI dans sa totalité, avec la dimension que la plupart des tutos ignorent complètement, le côté stratégique du métier. Alors, nous avons vu ensemble comment cadrer un projet avec les bonnes questions, comment identifier les parties prenantes, comprendre les besoins réels, comment auditer, nettoyer des données réelles avec des erreurs concrètes, comment construire un schéma en étoile, créer des mesures d'AS, orienter questions business et livrer un dashboard interactif avec des insights actionnables. C'est le vrai travail d'une analyse de données, pas juste des graphiques
mais du raisonnement business. Alors abonne-toi, on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble et like cette vidéo si tu as appris quelque chose de concret aujourd'hui.